Dans cette session, on va parler de la gouvernance et de la conformité à grande échelle. Plus exactement, on va parler des services AWS qui permettent de mettre en place une gouvernance. Il faut savoir que ces services AWS évoluent fréquemment, puisqu'on essaye en permanence d'améliorer la gouvernance chez AWS pour répondre et s'améliorer pour répondre aux besoins des clients de mettre en place une bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle cette session a lieu tous les ans et on fait une présentation générale de quelques services, mais surtout on vous présente les nouveautés, comme ça vous pourrez mettre en place cette gouvernance, améliorer votre gouvernance dès demain. Donc, mon nom c'est Laurent Tersigel, je suis TAM chez AWS depuis 3 ans et demi et je suis accompagné. Bonjour à tous, c'est Jigarou, je suis Solution Architect chez AWS depuis maintenant 4 ans. Et donc Farouk Ayed, Capgemini, donc je suis Chief Architect et je suis responsable de tout ce qui est cloud public pour l'informatique interne qu'on appelle Group IT. Merci. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va parler de la gouvernance, de qu'est-ce que la gouvernance, pourquoi c'est important de mettre une gouvernance au sein d'une entreprise, puisqu'on parle de grande échelle, on parle souvent d'entreprise. Et on va parler de la stratégie multicompte qui est le socle de la mise en place d'une bonne gouvernance. Et enfin, on va parler des services AWS et comment cette stratégie multicompte s'intègre avec ces services de gouvernance. Et pour chaque partie, on aura un témoignage de Capgemini grâce à Farouk qui nous donnera des cas concrets de la théorie qu'on va vous exposer dans cette session. Donc, qu'est-ce que la gouvernance ? Chacun a sa définition de la gouvernance. AWS donne sa propre définition de la gouvernance du cloud, en partant du constat que les entreprises ont besoin de trouver l'équilibre entre une innovation rapide pour rester compétitif et un respect des normes qui sont propres à leur activité. C'est pour ça, pour pouvoir respecter ces normes, AWS donne cette définition qui est l'ensemble des règles, de processus et de rapports qui guident votre organisation pour suivre les meilleures pratiques et qui vont s'appliquer dans plusieurs use cases. Par exemple, les régulations. Donc, une entreprise peut avoir des activités dans différents domaines. Une même entreprise peut avoir plusieurs activités dans différents domaines ou dans différentes régions. Et en fonction des activités, ça peut être de la finance, de la santé ou de la région, elle sera soumise à des régulations différentes. Ensuite, une entreprise sera soumise voudra respecter son modèle opérationnel. On ne veut pas qu'une entreprise se retrouve avec une équipe qui déploie un projet, une application dans son coin et que le jour où il faut déployer cette application en production, on se pose la question, mais comment on va opérer cette application ? Et enfin, la gouvernance permettra de gérer correctement les coûts. Il faut que les budgets qui sont attribués à ces projets, à chaque équipe, soient contrôlés et surveillés grâce à cette gouvernance. Donc on le voit, les règles de la gouvernance dont on a parlé, la règle ne sera pas la même pour tout le monde. Donc les règles vont être différentes en fonction des activités, en fonction des régions, en fonction des services. C'est pour ça qu'on va vouloir organiser les ressources AWS qu'on déploie sur le cloud, sur AWS. Et pour organiser et pour expliquer cette organisation, on aime prendre un modèle, un autre type de ressources qui est partagé par toute l'organisation, par toute l'organisation d'une entreprise et qui est aligné avec cette organisation. C'est une ressource physique. On prend souvent le modèle d'un immeuble de bureau. Alors vous allez me demander pourquoi un immeuble de bureau. L'immeuble de bureau est souvent partagé au sein de l'entreprise et aligné avec l'organisation. Et on aura des espaces de travail qui sont spécifiques à chaque équipe. On aura des plans qui vont définir l'ensemble de ces espaces de travail, de l'ensemble de ces salles pour correspondre à l'organisation. On ne va pas mettre les mêmes équipes en fonction des étages, par exemple. Et dans ces étages, on n'aura pas les mêmes activités. Donc, cette organisation nous permettra d'avoir des règles différentes en fonction des équipes. Et enfin, dans cet immeuble de bureau, on aura un système de sécurité qui vous permettra de contrôler l'accès, par exemple, à l'immeuble et à l'accès aussi aux étages, l'accès aux salles. Donc, comment on applique ce modèle sur AWS ? On estime que les comptes AWS peuvent correspondre aux salles, aux espaces de travail.
Par exemple, pour la raison pour laquelle c'est que les salles sont isolées les unes des autres. On n'empiète pas les activités de certaines équipes n'empiètent pas sur les activités des autres. Elles sont limitées en ressources, donc ça permettra de voir qui va utiliser le plus de ressources. Si on a besoin de plus de ressources, on va devoir faire une demande spécifique pour augmenter les limites. Et elles auront une facturation dédiée. Dédiée, par contre, ça permettra un meilleur suivi. Donc on se retrouve avec un ensemble de comptes et on voudra maintenant les organiser parce qu'on a des entreprises qui ont plus de des milliers de comptes. Donc on veut pouvoir les organiser pour, comme on a dit tout à l'heure, appliquer des règles spécifiques en fonction des activités. Donc ce qui permet de faire ça chez AWS, c'est les unités organisationnelles. Donc on va dire OU, ça va plus vite. Ces OU, on va classer nos comptes en fonction des OU, en fonction de nos activités, en fonction des environnements, et on pourra appliquer des guardrails, policy, enfin on appliquera des règles qui seront spécifiques à chaque OU. Alors AWS recommande une certaine type d'organisation de ces OU. AWS recommande d'utiliser des OU de fondation qui seront des OU partagés par l'ensemble des autres OU de l'entreprise et des OU additionnels qui, elles, seront spécifiques à chaque application ou chaque activité. Donc les OU de fondation, par exemple, ça vont être les OU où on va héberger les comptes de sécurité ou les comptes, on va regrouper les logs de sécurité et les services de sécurité. Ou alors, ce sera des OU qui correspondent à l'infrastructure. On va héberger de l'infrastructure partagée par tous. Par exemple, on va avoir des comptes qui hébergent, on va configurer le réseau qu'on pourra ou non partager avec les autres OU ou les services réseau. Et donc, pour les OU spécifiques, pour chaque workload, donc après, ça ce sera en fonction de chacun. Chacun pourra organiser comme il veut, mais les workloads, on peut avoir des OU par application ou par ensemble d'applications ou par environnement dev, pré-prod, production. C'est au choix. Et enfin séparé du reste de l'organisation, séparé du réseau, déconnecté du réseau avec des limites fixes et spécifiques. Et pour des comptes qui ont une durée de vie limitée, on aura les OU sandbox. Donc tout ce qu'on a vu, les comptes, l'organisation des comptes, l'organisation des OU, tout ça c'est mis en place par AWS avec AWS Organisation qui vous permet de faire ça. Et c'est en intégrant AWS Organisation qu'on va pouvoir assurer la gouvernance en l'intégrant avec les plus de 40 services de la gouvernance, qui sont des services pour gérer les ressources, par exemple. Donc tous ces services, on va en voir certains dans la suite de la présentation. Des services pour appliquer des politiques de contrôle, des services pour assurer la sécurité et des services pour gérer les coûts. Donc ces activations de services de la gouvernance vont se faire en 2 étapes. D'abord, on va activer la feature qui permet d'étendre ce service au niveau organisation et plus au niveau compte, ce qui va étendre le niveau d'action, le champ d'action de l'application, du service. Et ensuite, on va désigner un compte qui sera administrateur de ce service, parce qu'on ne veut pas accéder pour chaque service au compte gérant principal de l'organisation, parce qu'il y a des risques. Donc on désigne un compte d'administration. Donc en suivant notre modèle, on a vu que les salles correspondaient aux comptes, les plans correspondent aux OU, et donc maintenant on va voir le système de sécurité. Mais avant cela, je vais laisser la place à Faro qui va nous donner des exemples concrets de ce qu'on vient de voir. Donc, moi je vais juste vous parler de ce qu'on a, pourquoi on l'a fait, avec quoi et puis comment. Donc la gouvernance, c'est, je sais pas, on en parle chaque année, comme vient de le dire, mais ça n'a jamais été un acquis pour le cloud. Les projets ont toujours pensé que le cloud c'était open bar et que ce qui s'appliquait au legacy n'était pas forcément valable pour le cloud parce que ça amenait de la rigidité. Donc au début, c'était plus les coûts. Là, je l'ai revampé, j'ai mis la sécurité d'abord, parce que c'est ce qui arrive après. Mais au début, c'était plus arrivé par les coûts. Ensuite, la sécurité est arrivée, avec tous les incidents qui ont pu apparaître ces dernières années. Donc, donner de la visibilité. Le volume, conséquent, que les gens peuvent
déployer pratiquement tout ce que le cloud vendor leur fournit, en l'occurrence AWS. Et comme une organisation comme Capgemini, un GSI, donc on en a partout et dans tout le globe. Donc pourquoi on a fait ça? Cette gouvernance, elle est apparue parce qu'il y a eu des risques qui ont été identifiés et de par l'hybridation du cloud. Et là, je dirais l'adoption massive qui est apparue ces dernières années, qui n'était pas là au début, il y a eu pas mal de freins. Les freins ont été levés, donc il y a eu ce besoin d'avoir cette hybridation, mais à large échelle. Avant, on n'était plus sur du 30 dans le cloud, 70 on-prem. Les tendances évoluées changent. Donc il y a besoin de standardiser, d'avoir une offre aussi qui est disponible pour nos projets, pour pouvoir délivrer à leurs clients de façon beaucoup plus rapide, et aussi pour avoir les compétences nécessaires pour maintenir en mode opérationnel tout ça d'infra. Donc comment on l'a fait? Ça a été très compliqué chez nous au départ. Donc il a fallu qu'on ait une approche top-down, parce que imposer une gouvernance à notre business, c'était juste quelque chose qu'ils ne voulaient pas entendre. Il y en a encore, hein, c'est pas fini. Donc on a mis en place une gouvernance, on va dire matricielle, pour gérer l'ensemble du cloud. Et on a déplacé en fait tout ce qui était, la façon de gérer on-prem, le legacy, au niveau du cloud, pour que chacun y trouve son compte et chaque compétence peut faire ce qu'elle a à faire et elle le fasse bien. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel cloud développeur n'est pas un ingénieur en sécurité, donc il n'a pas forcément les bonnes compétences pour gérer ça. Donc c'est passé par de l'éducation, pas mal d'éducation. Dire au projet que c'est important de la sécurité, qu'à partir du moment où on est dans le cloud, on met la réputation de l'entreprise, on peut la mettre à mal. Et donc sensibiliser, et puis aussi la formation. C'est-à-dire que la sécurité a toujours été la dernière roue du carrosse. C'était juste quelque chose qui coûtait et puis qui les empêchait d'œuvrer et de délivrer leur projet dans les temps. Parce qu'il y a toujours des process à respecter. Et c'est juste ce qui les bloquait au départ. Maintenant, ça rentre dans les mœurs, ça rentre dans les process. Il y a encore des freins, il y a encore des rétentions. J'entendais bac à sable, éducation, sandbox. C'est des choses qui sont utiles, mais qui sont aussi un risque pour l'entreprise à partir du moment où c'est mal géré. Et je passe la main à mon collègue. Donc je reviens sur mon modèle, merci Farouk, je reviens sur mon modèle d'immeuble. Donc ce que j'ai dit, c'est qu'on avait un système de sécurité qui devait permettre trois choses. Il doit permettre de contrôler les accès, donc les accès aux étages, l'accès aux bâtiments, l'accès aux étages, l'accès aux salles. Ils doivent permettre de surveiller, donc soit on le surveille physiquement, soit on met des outils d'automatisation, comme des caméras par exemple, ou des scans. Et enfin, il doit permettre des contrôles qui sont en fait un espèce de règlement de ce que vous avez le droit de faire, donc le règlement intérieur du bâtiment. Donc comment on applique ça sur AWS ? Pour la gestion des accès sur AWS, on doit permettre aux utilisateurs d'accéder aux comptes, aux ressources, aux applications, aux machines. On doit aussi permettre aux applications d'accéder aux ressources. Et on doit en permanence surveiller que les accès qu'on a donnés ne sont pas excessifs. Donc on va appliquer le principe de moindre privilège. Donc pour faire ça, on n'utilisera plus AWS IAM compte par compte, puisqu'on est à grande échelle, on a parlé de milliers de comptes. On utilisera IAM Identity Center qui vous permettra de configurer ces accès au niveau de tous les comptes en même temps. Et comme on est dans le cas de grande échelle d'une entreprise, on a une grande base d'utilisateurs, on ne va pas recréer dans AWS cette base d'utilisateurs, on va se synchroniser avec une base de données qui est déjà existante chez l'entreprise. Ça peut être un Active Directory, ça peut être Okta ou autre. Donc cette copie d'écran, l'interface AWS IAM IDC pour vous montrer qu'on peut lister l'ensemble des comptes et qu'on peut voir en fonction de chaque compte quelles sont les politiques qui sont associées à ces comptes. Donc là, ce qu'on voit, c'est des AWS, ça commence par AWS, ce sont des politiques gérées par AWS, mais bien sûr, on peut créer ses propres politiques et c'est ce qu'on voit dans cette interface. En haut, on a les politiques gérées par AWS et en bas, vous créez Custom Manage Policy, vous créez vos propres politiques.
Alors, on a mis tout ça en place pour améliorer la gouvernance et comme j'ai dit, ça évolue régulièrement et donc il manquait encore quelque chose. Il manquait la gestion des user routes. Ces user routes sont ces users que vous utilisez pour créer les comptes et qui ont tous les droits. Et donc ça contredit tout ce qu'on vient de dire. Donc depuis, c'est une nouveauté, depuis Reinvent 2024, on a mis à disposition ce service qui vous permet de gérer centralement les user routes, de les configurer, de les supprimer si vous voulez, de vérifier leur statut. Et quand on a encore besoin, parce qu'il y a encore des services pour lesquels on a besoin d'un accès privilégié tel que aujourd'hui le user root, on peut créer des accès privilégiés temporairement. C'est ce qu'on voit sur cette interface. Activation du service, comme je disais tout à l'heure, en 2 étapes. Première étape, on active le service. Deuxième étape, on délègue un administrateur. Autre interface, on voit avec ce service, on peut faire la liste des comptes et le statut pour chacun du user root. Est-ce qu'il est présent, non présent, configuré. Et en bas, la création d'actions privilégiées, temporaires, pour des besoins, par exemple, supprimer une policy d'une bucket S3. Ensuite, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait surveiller qu'on n'avait pas donné trop d'accès. Donc on va utiliser AWS IAM Access Analyzer qui va analyser en permanence ce que vous avez, enfin en permanence, vous allez l'utiliser pour analyser ce que vous avez donné en suivant ce cycle. Donc on configure les permissions, on vérifie avec Analyzer qu'on n'a pas donné trop d'accès ou suffisamment et on affine les permissions. Donc on a vu les accès, on a dit qu'on devait s'assurer des accès, de la surveillance et des contrôles. Donc pour la surveillance, on va utiliser visibilité, monitoring. Ce qu'on va vouloir, c'est centraliser toutes les activités dans un compte central. Et on veut s'assurer de la configuration de ces logs, s'assurer qu'elles sont immutables et de leur disponibilité. Donc pour ça, bien sûr, on utilise AWS CloudTrail, car AWS CloudTrail s'active au niveau organisationnel. Il va récupérer les logs de tous les comptes de toutes les régions. Et quand vous allez créer un nouveau compte dans cette organisation, les logs vont être automatiquement intégrés avec le même bucket de logs. Ce qui permettra d'analyser par la suite. Et on va s'aider avec, comme je disais tout à l'heure, avec de l'automatisation, donc des outils de monitoring pour scanner la sécurité 7 jours sur 7. Donc on utilisera Security Hub qui va vérifier pour chaque ressource qu'on applique bien les standards qu'on a choisis, que l'entreprise a choisis. Ça peut être du CIS, ça peut être des standards d'AWS. Et on va utiliser Guarduty qui va scanner en permanence les logs comme CloudTrail, aussi les logs réseau comme VPC Flowlog et aussi les logs de requêtes DNS. Donc sur certaines interfaces, on voit Security Hub qui liste l'ensemble des ressources et qui, en face de chaque ressource, montre le nombre d'écarts par rapport au standard qui a été choisi. Et à droite, on voit les standards qui ont été activés. Donc ça peut être du CIS, ça peut être du PCI DSS ou autre. Donc je passe la main maintenant à Seji pour nous parler des contrôles. Merci Laurent. Et donc, avant de parler contrôle, on va revenir un petit peu sur ce que Laurent a décrit, c'est-à-dire la structure sur laquelle vont s'appliquer ces contrôles justement qu'on va souhaiter mettre en place. Et donc, la recommandation vraiment d'AWS, c'est d'être capable d'appliquer des contrôles au niveau supérieur de l'organisation, donc sur les OU supérieurs, qui soient assez larges, et d'affiner ces contrôles au fur et à mesure qu'on descend dans l'organisation, donc au fur et à mesure qu'on descend sur les OU de prod, sur les OU de dev, etc. Et de vraiment d'appliquer ce principe large sur le supérieur et on raffine en descendant. Et si on prend un exemple de politique de configuration, par exemple, ça va être de venir définir au niveau des OU de prod des politiques de backup qui vont être beaucoup plus fréquentes que les politiques de backup qui vont être appliquées aux environnements dev, etc. Donc comprendre cette structure et voir où s'appliquent les contrôles. Alors une petite note, je trouve ça intéressant d'avoir pris l'analogie avec les immeubles au moment où on revient au bureau, c'était pas mal, j'avais pas pensé à ça avant. Sur les politiques de contrôle, on va regarder 2 grandes familles. Donc sur la gauche, les politiques d'autorisation. Donc là, ça va vraiment être les SCP, Service Control Policy. Je pense que la plupart d'entre vous sont assez familiers avec les SCP.
Mais on va vraiment préciser ce que c'est. Et ensuite, les ressources control policy, ce qui a été annoncé à reInvent. Et on va aussi couvrir les politiques de gestion. Donc vraiment, comment s'assurer qu'on va avoir des configs uniformes, homogènes, au travers de nos organisations. Et notamment, on va insister sur les declarative policies. Donc, si on commence par les SCP, les Service Control Policy, qui sont encore une fois là depuis un moment, c'est vraiment être capable de définir les actions ou les API d'ailleurs, qu'un utilisateur peut effectuer dans l'environnement. Donc être capable de contrôler ça et d'être capable d'appliquer ces SCP au niveau de l'organisation ou de l'OU. Et donc si on prend l'exemple ici, c'est être capable de définir au niveau d'une OU, effectivement, mon utilisateur peut ou ne peut pas donner un accès public à mes buckets S3. Donc être capable de gérer à grande échelle cette politique sur les utilisateurs et le type d'action qu'ils peuvent mener. Je vais passer la main à Farouk pour illustrer un petit peu tout ça chez Capgemini. Ouais, donc, c'est de la même manière, donc je ne vais pas reprendre les mots techniques qui ont été utilisés par CG. Donc la sécurité, c'est pour tout le monde. Effectivement, on a tout type de projet, ce que je disais tout à l'heure, qu'ils soient internes, qu'ils soient clients, qu'ils soient bac à sable, formation, POC, toutes les bonnes raisons du monde pour avoir un projet dans le cloud. Nous, ce qu'on a utilisé, donc on a créé une landing zone. Bon, on est quand même multi-cloud, donc qui soit avec un process standard par rapport pour l'ensemble des clouds, pour réduire la surface d'attaque, pour standardiser nos process et pour appliquer les politiques de sécurité du groupe et autres politiques de gestion des coûts. Donc on a ni plus ni moins appliqué les bonnes pratiques. Donc gestion d'identité. Avant, tout le monde utilisait des comptes IAM locaux. Donc s'assurer que quand les gens quittent l'entreprise, ils n'ont plus accès à l'environnement. Donc on a appliqué effectivement cette arborescence organisationnelle avec les OU. Et effectivement, ça nous permet de gérer les différents droits, privilèges que peuvent avoir certains projets par rapport à d'autres en fonction de leur contexte client. Donc et après, tout ce qui nous redescend, parce qu'en fait, chez nous, on a pas mal d'outils externes, donc propres au groupe, pour aller, assesser nos environnements, ce qui nous permet à nous d'être alerte, parce que si on fait tout de notre côté, pour ainsi dire, ça ne sera jamais fait à 100%, alors si on est assessé par une autre équipe, groupe cyber, etc., on est amené justement à adresser des problèmes qu'on ne voit pas ou qu'on veut juste ignorer. Donc rotation des mots de passe, des clés, la double autente, l'exposition à l'extérieur, donc tout ce qui est publication externe est contrôlé. Donc on a appliqué les mêmes politiques qu'on a dans Legacy on-prem, on les a portées dans le cloud, donc avec un process bien rodé, et d'ailleurs qui pose pas mal de soucis pour avoir justement une réactivité beaucoup plus forte de par les équipes projet. Et on a aussi fait en sorte que les bonnes équipes gèrent les services. L'équipe cloud va gérer les infra-cloud. Les équipes opérations vont gérer tout ce qui est opération, tout ce qui est patching, mise à jour, etc. Même si on a les process automatisés côté AWS, ça ne suffit pas. Il y a souvent des serveurs, des workloads qui sont pas patchés, qui ne sont pas mis à jour, de par l'obsolescence de l'operating system ou autre erreur de patch. Le monitoring, donc c'est pour les applications critiques, mais pas que. Le logging, donc pour effectivement, qui sont audités par notre SOC, pour effectivement identifier des attaques ou faire des audits post-mortem. Et donc toute la partie network, donc on a carrément fédéré tout le réseau, donc par région, de par l'organisation AWS, pour s'assurer qu'on ait notre équipe network et sécurité qui est l'entière responsabilité et de ce réseau-là, qui est une extension, ni plus ni moins, de notre réseau interne. D'accord. Et donc effectivement, donc on a chez nous les comptes routes par compte lié, donc ils sont purement simplement désactivés, donc les projets n'ont pas accès. Et on a créé des custom roles, justement avec ce qui vient de sortir. Ça permet justement de donner plus de flexibilité au projet, tout en contrôlant ce qu'on ne veut pas qu'il fasse. Typiquement, tout ce qui est capacité de créer des ressources réseau externes et sortir de notre backbone, tout ça, ils ne peuvent pas le faire.
Et le but, c'est de leur donner donc, ce maximum de flexibilité pour délivrer à leur projet. Et je repasse la main à Cécile. Merci. Merci bien. Donc on a vu effectivement avec les SCP comment contrôler ce qu'un utilisateur peut ou ne pas faire au niveau des services. Maintenant on va s'attaquer, on va regarder plus près l'autre revers de la médaille, c'est comment donner accès à mes ressources. Donc si on prend un exemple sur cet écran, c'est donner accès à des ressources uniquement dans mon organisation ou en dehors de mon organisation. Par exemple, donner accès à un bucket S3 aux gens qui sont en dehors de mon organisation. Donc aujourd'hui, la façon dont c'est géré, c'est on va venir appliquer une policy YAM, enfin une politique YAM sur mon bucket S3, par exemple, pour donner l'accès. La demande client, la demande de nos clients est vraiment le retour, c'est OK, très très bien, mais comment faire ça à grande échelle? Comment faire ça sur l'ensemble de mon organisation, sur mes OU, sur l'ensemble de mes comptes? Et donc c'est pour ça qu'on a annoncé à reInvent les Resource Control Policy qui vont exactement permettre de passer à l'échelle et de gérer l'accès aux ressources à l'échelle. Et aujourd'hui, sur ces 5 services annoncés, donc à reInvent, donc Amazon S3, cette liste, elle a été annoncée à reInvent et évidemment, elle va grandir avec les demandes clients, avec les besoins clients. Donc être capable de contrôler à grande échelle l'accès aux ressources. On a adressé les politiques d'autorisation, donc encore une fois, SCP, RCP. On va maintenant se pencher vers les politiques de gestion. Donc, aussi bien, de la même façon qu'SCP est là depuis un moment, Amazon Config est un service qui est là depuis quelques temps maintenant. Et donc, si on prend un exemple simple qui est sur l'écran encore une fois, c'est Amazon Config, par exemple, va nous permettre de définir une configuration dans laquelle on ne veut pas que nos instances EC2 aient une IP publique. Donc, dans le cas présent, un utilisateur a déployé une instance EC2 et y a associé une IP publique. Et donc, grâce à Amazon Config, on va pouvoir venir vérifier la configuration, soit de façon périodique, soit à la création. Donc, ça, on peut le définir. Et on va détecter que cette configuration ne correspond pas à la configuration qu'on souhaite. Et on va pouvoir définir des actions pour remédier à cette config. Donc, la changer, modifier, stopper, terminer la ressource. D'accord ? Donc, ça, encore une fois, c'est en place. Et ça marche très bien. Mais c'est une façon d'agir qui est réactive. C'est-à-dire que le problème est arrivé et on vient le corriger. Et vraiment, la demande de notre client, c'est comment être capable de s'assurer de cette configuration et de la maintenir en amont, de façon proactive, mais aussi à grande échelle. Donc encore une fois, appliquée sur nos organisations, sur nos OU, et de l'imposer à l'ensemble des comptes. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'effectivement à reInvent aussi ont été annoncés les Declarative Policy, qui vont vous permettre justement de définir une politique qui va s'appliquer sur une OU donnée ou sur un ensemble d'OU données, et donc à toutes vos ressources d'un type donné dans ces OU. Encore une fois, si on prend un exemple simple, on veut définir une politique qui va bloquer le partage public de snapshots. Donc on va venir créer une Declarative Policy, l'appliquer sur notre unité organisationnelle, sur notre OU, et donc par conséquent, l'ensemble des comptes de cette OU hériteront de cette politique, et seules des ressources conformes pourront être déployées. Donc, typiquement, des EC2 avec des EBS dont on ne pourra pas créer un snapshot public. Donc, encore une fois, là, on arrive à contrôler au niveau de l'organisation la configuration de l'ensemble des ressources. Comme les RCP, Declarative Policies ont été annoncés à reInvent avec une liste de services, donc Amazon VPC, Amazon EC2 et Amazon EBS. Et comme les RCP, cette liste est amenée à grandir avec les retours et les demandes de nos clients, bien évidemment. Donc pour faire un petit résumé, qui va être très rapide, vraiment pour savoir quel type d'outils utiliser, il faut se poser la question simplement de sur quoi je veux utiliser l'outil. Qu'est-ce que je cherche à contrôler? Si je cherche à contrôler mon principal, je vais regarder les SCP. Si je cherche à contrôler l'accès à mes ressources, je vais regarder les ressources control policies. Mais si je cherche à gérer les configurations de mes services à grande échelle, alors là, je vais me tourner vers les Declarative Policies. Donc bien évidemment,
aussi bien les SCP et les RCP que les Declarative Policies peuvent être utilisés au travers de Control Tower. Donc on va avoir des librairies de contrôle prédéfinies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer sur ces services. Maintenant, certains de nos clients ont déjà des organisations en place, déjà des OU en place, et ne souhaitent pas passer sur Control Tower. Je dirais qu'il est quand même intéressant de regarder ce qui est fait par Control Tower, donc d'aller consulter les politiques de Control Tower et de les appliquer sur vos OU, on dirait manuellement, entre guillemets. Voilà. Mais ça, que vous soyez dans un cas ou dans l'autre, les politiques et les librairies sont intéressantes à consulter. Je passe la main à Farouk pour justement cette utilisation. Ouais, donc nous, on a mis en place justement tous ces mécanismes-là, Control Tower, entre autres. Mais les contrôles, bon, je rappelle un peu, mais l'idée, c'est de centraliser la gestion de tous les comptes AWS qui ont été créés de partout avant que ce soit justement qu'il y ait une gouvernance. Supprimer le Shadow IT pour justement éviter que tout à chacun avec sa CV ait créé un compte AWS au nom de la société. Donc, et puis s'assurer que les règles d'entreprise sont appliquées. On a une gestion d'identité. Quand les personnes quittent la société, elles n'ont plus accès. Donc contrôle sécurité, CNAP pour de nos amis de groupe Cyber, l'application du Zero Trust, Privilege Access avec les outils PAM, pour s'assurer que tous les admins, pas l'ensemble des utilisateurs parce qu'ils sont trop nombreux, tous les admins passent par l'outil PAM pour éviter d'utiliser leur identité pour se connecter au cloud et avoir des super rôles. Et aussi, ça nous permet de faire de l'enregistrement de session si on devait faire de l'audit sur les accès en cas d'incident. Donc, je vous ai mis récapitulé. Donc, on a utilisé Control Tower effectivement pour avoir toute cette facilité de déploiement de ces règles. Le multi-OU pour l'ensemble de l'organisation. Par contre, effectivement, il y a des choses qu'on a demandé à AWS d'améliorer, qui sont prévues, de pouvoir justement gérer plusieurs comptes routes plusieurs organisations dans le même Control Tower. Et donc, effectivement, on a mis en place des Golden Images pour s'assurer que nos SOC tools, donc on a nos différentes SOC tools, enfin les outils de sécurité, EDR, Vulnerability Scan, etc., qui sont installés sur nos environnements. Et pour justement, on a enforcé ces Golden Images pour s'assurer que nos SOC tools sont compatibles avec ces environnements. Ce qu'on a construit pour que ce soit assez agile, les projets peuvent déployer n'importe quel type d'image IAM. Avant, on avait ouvert à tout le scope. On a restreint justement aux images qui sont compatibles avec nos outils pour éviter justement ces non-conformités en termes de sécurité et ces potentiels risques de sécurité. Donc, avec le Zero Trust, l'idée c'est de restreindre l'accès à la console au seul utilisateur Capgemini avec un endpoint Capgemini. C'est-à-dire que n'importe qui avec un PC qui n'est pas Capgemini, dans Capgemini, ne peut pas accéder à notre console AWS. Et ce que je parlais tout à l'heure, le contrôle de création de compte AWS pour justement éviter ce Shadow IT et s'assurer que tout le monde passe par l'offre de service du groupe pour demander un compte AWS. Je repasse à ma CJ. Merci Farouk. Alors, donc, dans cette partie, on va regarder un petit peu comment gérer justement les ressources et les inventaires à grande échelle. Et on va repartir encore une fois des demandes clients. Et ce que les clients nous demandent, c'est vraiment d'être capable, dans une organisation multi-compte, d'avoir une visibilité sur l'ensemble des ressources qui sont déployées. Donc, peu importe le type de ressources, peu importe le compte et l'organisation ou l'OU, d'être capable vraiment d'avoir cette visibilité. Bien évidemment, d'être capable d'avoir cette visibilité, la complexité va augmenter au fur et à mesure que l'environnement augmente, au fur et à mesure que le nombre de comptes et d'OU augmente. Une autre demande de nos clients, c'est aussi d'être capable de comprendre ces relations entre ressources. Donc une application aujourd'hui, c'est plusieurs ressources. C'est plusieurs ressources de calcul, c'est plusieurs ressources de stockage, plusieurs ressources réseau, plusieurs ressources de sécurité, qui forment un bloc qui est l'application, d'être capable d'avoir une visibilité et de comprendre ces relations. Et donc, afin d'être capable justement d'avoir cette vision sur l'ensemble de l'inventaire, on va vraiment
s'appuyer sur deux grands services. Donc, le premier, c'est Amazon Resource Explorer, qui va venir fournir un dashboard simplifié de l'ensemble des ressources déployées au travers de l'organisation. Et le deuxième, c'est AWS Config. Donc, on a vu AWS Config pour la gestion des configurations, mais AWS Config va aussi fournir des dashboards qui vont vous permettre d'avoir une visibilité sur la conformité de vos ressources par rapport à vos configurations, et aussi va vous fournir un détail de l'ensemble des configurations qui ont été appliquées. Un autre outil qui est intéressant dans AWS Config, c'est AWS Config Recorder. Donc ça aussi, c'est une demande de nos clients, d'être capable de prendre une photo à un instant T de l'ensemble des configurations et d'être capable, un fichier JSON pour faire simple, et d'être capable d'exporter ce fichier JSON dans S3 pour pouvoir après aller faire des requêtes, le consulter et puis comprendre l'environnement à l'instant T. Si on regarde un peu de plus près à quoi ça ressemble, Resource Explorer, c'est vraiment ce dashboard simplifié sur lequel on va pouvoir faire des requêtes assez simples. Donc un exemple, ça peut être de trier toutes les ressources non taguées dans notre environnement. Voilà. Pareillement, si on regarde AWS Config, on va avoir une vue sur la conformité de nos ressources. Donc voir, encore une fois, si je reprends l'exemple des tags, j'ai une politique comme quoi je veux absolument que mes ressources soient taguées, être capable de voir les ressources qui sont non conformes parce que non taguées. Donc on a vu la partie gestion d'inventaire, avant ça on avait vu les contrôles. Dans cette partie, on va vraiment se concentrer sur les coûts et la gestion des coûts. D'accord ? Encore une fois, on va partir des demandes clients et des besoins clients. Et les demandes de nos clients, c'est être capable d'avoir la visibilité sur les coûts. Donc c'est être capable de comprendre pourquoi les coûts augmentent ou diminuent, et être capable d'avoir cette visibilité sur l'ensemble de l'organisation, mais aussi d'être capable de partager des dashboards de coûts avec les équipes respectives pour qu'elles soient responsables de leurs coûts. Une deuxième demande, c'est d'être capable d'avoir des outils qui vont aider nos clients à optimiser leurs coûts. Donc sur l'ensemble des ressources, être capable de comprendre comment optimiser les coûts. Et enfin, contrôle. Donc on a vu les contrôles avec les SCP, les RCP, mais là on va parler de contrôle de coûts. Et par exemple, une demande client, c'est de dire je veux être capable de restreindre certaines actions à certains groupes d'utilisateurs parce que ces actions engendrent des coûts importants. Voilà, donc c'est vraiment ces trois demandes. Donc si on parle de la partie visibilité, pardon, vos meilleurs amis, ça va vraiment être Cost and Usage Report et QuickSight, donc être capable de filtrer vos coûts dans Cost and Usage Report, d'exporter ça vers S3 et ensuite de créer des dashboards spécifiques que vous allez partager avec chacune de vos équipes afin que, encore une fois, ils soient responsables de leurs coûts. Si on parle de visibilité et surtout d'amélioration des coûts, on va vraiment se concentrer sur trois services, Compute Optimizer, S3 Storage Lens et Optimization Hub. Donc pour faire simple, Compute Optimizer, ça va donner des recommandations sur le dimensionnement de vos ressources de calcul. Donc si des ressources sont surdimensionnées ou sous-dimensionnées, Cost Optimizer va vous expliquer, va vous recommander justement de changer les tailles d'instances EC2 par exemple, soit pour améliorer les performances, soit pour diminuer vos coûts. Même chose pour S3 Storage Lens, ça va être des recommandations sur vos buckets S3 et pour éventuellement utiliser d'autres classes de stockage. Et enfin, Cost Optimization Hub, c'est vraiment un point central. Ça va prendre en entrée justement les informations de Compute Optimizer, de S3 Storage Lens, mais aussi d'autres entrées, et ça va vous faire des recommandations sur l'ensemble de vos ressources. Donc là, je passe la main à Farouk. Donc, nous, la partie inventaire, c'est essentiellement pour la maîtrise des assets, la conformité avec les éditeurs, et le contrôle des opérations. En fait, on a notre propre CMDB interne dans lequel on récupère toutes ces informations-là qui sont après, qu'on augmente avec toute la partie sécurité, conformité, etc. Et ça permet aux équipes opérationnelles
de pouvoir opérer si ce n'a pas été fait automatiquement par les différents contrôles. Ça permet d'avoir un dashboard central. Les gens n'ont pas besoin de se connecter à la console ou quoi qu'est-ce. Donc ça, c'est notre tambouille interne. On se sert aussi des tags sur les environnements pour justement avoir certaines opérations d'autorisation ou pas en fonction de la conformité du workload. Par exemple, si la VM est taguée non compliant, elle n'aura pas d'accès à Internet jusqu'à ce que la compliancy soit réalisée. Voilà, donc ça peut aller très loin. Voilà, pour l'instant, on va rester là-dessus. Le contrôle des coûts, effectivement, on a tout centralisé. Déjà, d'une part, ça permet de savoir qui dépense quoi. On a un code projet pour chaque dépense. Donc ça permet d'optimiser. Comme on a consolidé, on mutualise. Effectivement, on peut demander des plus gros discounts à notre partenaire. On mutualise aussi. Ça nous permet de faire de la réservation, des saving plans. Donc ça permet justement de pouvoir élargir le spectre de ces outils. Et on responsabilise aussi les projets, donc les consommateurs, en leur montrant, ils ont accès à leurs factures, à leurs dépenses, et en leur montrant, voilà, ça vous coûte. Et si les opérateurs, souvent l'opérateur il fait, enfin, le développeur il est sur le cloud, le chef de projet il n'a pas accès. En fait, avec notre outil central, il reçoit la dépense, il sait qu'il a dépensé, il y a un budget qui a été déclaré, il est alerté quand le budget il est presque atteint, etc. Donc voilà, on donne beaucoup de visibilité à l'ensemble des intervenants, qu'ils soient chefs de projet, qu'ils soient BU Aid ou quoi qu'est-ce. L'effet aussi, et c'est aussi pour eux, pas que pour nous, ça permet pour eux d'avoir un seul interlocuteur, qui est Groupe IT, pour les centaines de comptes. Ça permet d'avoir à gérer un seul PO, une seule commande, et nous, ça nous permet aussi de gérer qu'une facture mensuelle et pas d'avoir à gérer 200 ou 300 factures chaque mois. Donc ça fait quand même des économies d'échelle à partir du moment où on a tout centralisé. Et donc, effectivement, on applique toutes les recommandations, etc. Et on extrait, donc on importe les données donc de facturation dans nos systèmes internes pour faire justement ce showback au projet pour qu'il puisse agir en conséquence si besoin. Et des fois, il y a besoin, parce que quand la journée est arrivée, il y en a, ils ont consommé, ils ont oublié d'éteindre. Après, il y en a, ils ont pleuré. Bon, mais voilà, c'est vertueux. Et ça permet justement de supprimer aussi tout ce qui n'est plus utile ou qui n'est plus couvert par un budget ou par une activité projet qui a été validée. Je repasse la main. Merci bien. Donc, on va conclure cette session. Et en fait, on va juste faire un petit rappel de ce qui a été présenté et ce dont on a discuté. Donc, la première chose, c'était vraiment ce qu'a présenté Laurent sur la structure. Ça, c'est vraiment la clé de définir une structure au niveau organisation, unité organisationnelle, compte. C'est la clé de cette gestion. Ensuite, Laurent l'a présenté, utiliser des services intégrés. Donc, pour ce qui est visibilité et sécurité, Security Hub, GuardDuty vont être vos amis. On a parlé contrôle. Donc, on a parlé contrôle de ce qu'un utilisateur peut faire via les SCP. Et on a parlé contrôle aussi d'accès aux ressources via les ressources control policy qui ont été annoncées à reInvent. On a parlé cohérence des ressources au travers de l'organisation. Donc, pour ça, on l'a illustré avec AWS Config en mode réactif. Et on l'a illustré aussi avec Declarative Policies en mode préventif. On a aussi parlé inventaire à grande échelle, être capable d'avoir cette visibilité sur l'ensemble de vos ressources. Et enfin, on a parlé gestion des coûts, optimisation des coûts avec Compute Optimizer, Storage Lens et un ensemble de services. Et tout ça a été illustré par justement les exemples donnés par Farouk au sein de Capgemini. Alors la dernière chose, chez AWS, comme vous le savez depuis ce matin, j'en suis sûr, on adore les données. Donc c'est très 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 important pour nous que vous puissiez remplir la surveille afin d'avoir des retours. Comme l'a dit Laurent, cette session, elle est chaque année et vraiment dans le but de faire de l'éducation sur les nouveautés, sur tout ce qui est gestion à grande échelle. Donc on a vraiment besoin de vos retours afin d'améliorer cette session et d'être sûr qu'on répond à vos besoins. Un grand merci. Et puis en espérant que vous passez une bonne fin de journée au Summit.